Quelle est la chose la plus flippante que tu aies trouvée dans ton jardin? Mon père a commencé à creuser des trous assez grands pour se tenir dans notre jardin il y a 3 semaines, et quand je lui ai demandé à ce sujet, il a refusé de répondre. Il rentrait de son travail à la compagnie d'assurance, se transformait en vieux vêtements, et passait des heures là-bas avec une pelle, creusant ces trous aléatoires qu'il remplissait avant d'entrer couverts de saleté et de sueur. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé parce que papa avait toujours été bizarre au sujet du travail de chantier, passant par des phases où il avait obsédé un projet pendant quelques semaines, puis l'abandonnait complètement. Mais c'était différent. Il ne plantait rien ou ne construisait rien. Il creusait des trous, mesurait les distances de la clôture avec cette vieille mesure de bande, puis les remplissait et commençait ailleurs. Je me suis réveillé à 2 heures du matin pour l'eau et j'ai vu le détecteur de mouvement allumé dans le jardin. Papa était là dans son boxeur et un t-shirt, creusant frénétiquement comme s'il courait contre le temps. J'ai regardé de la fenêtre de la cuisine pendant qu'il creusait peut-être 3 pieds, senti dans le trou avec ses mains, puis l'a rempli et a déménagé à un autre endroit. Quand il est entré 1 heure plus tard, il a sauté quand il m'a vu dans la cuisine. Ne pouvait pas dormir, dit-il, se laver les mains dans l'évier jusqu'à ce que l'eau coule. Pourquoi as-tu creusé au milieu de la nuit? J'ai demandé. J'ai entendu quelque chose. Peut-être une fuite d'eau. Retourne te coucher. Mais il y avait de la saleté sous les ongles pendant des jours, et il avait commencé à verrouiller son bureau quand il est parti pour le travail, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Les trous continuaient à apparaître. Certains étaient peu profonds, à peine 1 pied de profondeur. D'autres sont descendus si loin que je ne pouvais pas voir le bas de la fenêtre de ma chambre. Il avait déménagé de l'arrière de la cour vers la maison, créant ce schéma bizarre qui n'avait aucun sens. Quand j'ai offert de l'aide, il a dit non si vite et si fermement que ça m'a fait mal. J'essaie juste de réparer quelque chose. De vieux trucs de propriété avant qu'on déménage ici. Rien d'intéressant. On vivait dans cette maison depuis 10 ans. Tout ce qu'il cherchait était là depuis le début. J'ai commencé à le regarder plus attentivement. Il faisait du rythme dans le jardin avant de creuser, en regardant ce vieux papier qu'il gardait dans sa poche. Parfois, il se tenait à un endroit pendant des minutes, en regardant le sol comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Une fois que je l'ai vu pleurer pendant qu'il creusait, des larmes lui couraient le visage en jetant de la terre sur son épaule. « Tout va bien ?» Je lui ai demandé au dîner, et il m'a regardé avec ses yeux épuisés. « Parfois, le passé ne reste pas enterré, dit-il, puis riait comme s'il avait fait une blague. Mais ce n'était pas drôle, et on le savait tous les deux. J'ai attendu qu'il parte pour le travail mardi et qu'il aille à son bureau. La porte était fermée, mais je savais où il cachait la clé de secours à l'intérieur du faux rocher près de la porte d'entrée qu'il utilisait pour le bureau depuis que maman est partie. Son bureau était couvert de vieilles photos de la maison avant que nous y habitions, imprimées sur un site immobilier. Dans les photos, le jardin semblait différent. Il y avait un bac à sable dans le coin où papa creusait le plus frénétiquement. Une balançoire où il a creusé la semaine dernière. J'ai décidé de savoir ce qui se passait, alors je suis allé au garage et j'ai pris une pelle. Papa ne serait pas rentré pendant 4 heures. J'ai commencé à creuser où était le bac à sable, où papa avait creusé les trous les plus profonds. Le sol était doux de tous ces travaux, facile à déplacer. Je suis descendu de 2 pieds, puis de 3 à 4. Mes bras brûlaient, et j'étais couvert de terre, mais je continuais. À 5 pieds, j'ai frappé quelque chose de dur. Pas une pierre ou une pipe, mais quelque chose de bois. J'ai enlevé la saleté avec mes mains et j'ai trouvé le coin de ce qui ressemblait à une vieille boîte de jouets, le genre de plastique qui ressemblait au bois. Il était fissuré et fané, mais toujours intact. J'ai creusé autour, éclaircir plus de terre. Mon cœur battait tellement fort que je me sentais malade. La boîte était peut-être 3 pieds de long et 2 pieds de large, kid-sized. Les parents gentils avaient l'habitude de stocker des jouets dans les salles de jeu. Le couvercle a été retenu avec un cordon de bungee qui avait principalement pourri loin. J'ai retiré le cordon et il s'est effondré dans mes mains. J'aurais dû appeler quelqu'un. J'aurais dû m'arrêter là, mais je devais savoir ce que papa cherchait. Ce qu'il avait fait pleurer pendant qu'il creusait dans notre jardin au milieu de la nuit. J'ai levé le couvercle et il était là, entaché et plié sur lui-même. Un corps humain. Mon père avait tué quelqu'un. Il rentrerait dans 30 minutes. Que lui dirais-je? Je me tiens dans le trou avec mon téléphone dans ma main et l'écran montre 16h17, ce qui signifie que papa pourrait passer par cette porte arrière en 5 minutes. Mon pouce passe au-dessus du bouton d'appel d'urgence,
mais je ne peux pas me forcer à le presser parce qu'appeler le 911 signifie des voitures de police et des questions et papa en menottes et notre vie entière explose dans quelque chose que je ne peux pas reprendre. Le corps dans la boîte de jouets est plié mal, les genoux tirés vers le haut de la poitrine, et je peux voir des tissus qui ont pu être des vêtements et des os qui sont certainement réels. Et je sais que la famille de quelqu'un cherche cette personne depuis des années, probablement. Je sors du trou, et mes jambes tremblent tellement que je suis presque tombé. Mais je prends le bord et je me tire sur l'herbe. J'ai besoin de photos avant de faire autre chose parce que si papa rentre à la maison et fait disparaître ça d'une façon ou d'une autre? Et si j'appelle la police et qu'ils ne me croient pas ou ne le trouvent pas? J'ouvre ma caméra et mes mains n'arrêtent pas de trembler. Mais je me force à prendre des photos de tout. La boîte de jouets avec son motif en bois de plastique et couvercle fissuré. Le trou sous différents angles montrant à quelle profondeur il va. La mesure de la bande que j'ai lâchée à côté montre 5 pieds vers le bas. La cour environnante avec la clôture et la maison en arrière-plan. Donc il y a une preuve de l'endroit où c'est. Je prends peut-être 20 photos et mes mains tremblent tellement que certaines d'entre elles sortent floues. Mais je continue. Je photographie les morceaux de cordon de bungee sur le sol et les tas de terre et même la pelle penchée contre la clôture. Mon téléphone dit 4h21 maintenant et je suis à court de temps. Je prends le couvercle et le baisse sur la boîte. Aussi soigneusement que je peux et le poids de ce que je fais me frappe tout à la fois. Je couvre ça. J'élève quelqu'un qui est enterré depuis longtemps. Je ramasse la pelle et commence à pousser la saleté dans le trou et chaque pelle pleine me fait sentir pire. C'était l'enfant de quelqu'un, probablement la sœur ou le frère de quelqu'un, et je mets de la terre sur eux à nouveau comme si ça n'avait pas d'importance. Mais j'ai besoin de la cour pour être normal quand papa arrive ici parce que s'il sait que j'ai trouvé ça, il pourrait courir ou détruire des preuves ou je ne sais même pas quoi. La saleté tombe et couvre la boîte et je travaille aussi vite que je peux. Mes bras brûlent et la sueur coule sur mon visage et se mélange avec des larmes que je ne savais pas que je pleurais. J'emballe la saleté avec l'arrière de la pelle et j'essaie de la faire ressembler à tous les autres trous que papa a fait. Vers 4h26, le trou est rempli et j'ai répandu la saleté supplémentaire autour et les rasé lisses avec mes doigts. Je cours jusqu'à la porte de derrière et je lance mes chaussures boueuses et je vais directement à l'évier de la cuisine pour me laver les mains. L'eau est brune et je me frotte sous les ongles, mais la saleté ne sortira pas. Je sèche les mains sur une serviette et je sors mon téléphone et je fais défiler le numéro de maman. On n'a pas parlé depuis 8 mois, pas depuis qu'elle est partie et a dit qu'elle avait besoin d'espace pour comprendre sa vie. Le téléphone sonne 4 fois et va au répondeur et j'entends sa voix dire de laisser un message. J'essaie d'avoir l'air normal, mais ma voix est fragile et trop rapide. Maman, c'est moi. Quelque chose ne va pas avec papa. Rappelle-moi dès que tu peux. C'est urgent. Je raccroche et je regarde le téléphone et je sais que ce message sonnait probablement fou, mais je ne sais pas qui d'autre appeler. J'ouvre l'application de mémo vocal et je frappe l'enregistrement et je commence à parler tranquillement au cas où papa entre. Aujourd'hui c'est mardi. Il est 16h28 et je viens de trouver des restes humains dans notre jardin. Mon père creuse des trous depuis 3 semaines, et j'ai trouvé de vieilles photos dans son bureau fermé montrant la cour avant qu'on déménage ici. Il y avait un bac à sable où il creusait le plus, et j'y ai creusé aujourd'hui et j'ai trouvé un bac à jouets enterré à 5 pieds avec un corps à l'intérieur. J'enregistre ça au cas où quelque chose m'arriverait ou au cas où les preuves disparaîtraient. Le corps est toujours là. Je viens de le couvrir. Papa va rentrer d'une minute à l'autre et je ne sais pas quoi faire. J'énumère tout ce dont je me souviens ces 3 dernières semaines. La fouille de minuit, les pleurs, le bureau verrouillé et la mesure. Je parle pendant 3 minutes jusqu'à ce que j'entende une porte de voiture claquer dehors et mon corps entier refroidit. J'arrête l'enregistrement et je mets mon téléphone dans ma poche et je regarde mes mains et il y a encore de la saleté sous mes ongles. La voiture de papa est dans l'allée et il a 18 minutes d'avance et je peux le voir à travers la fenêtre marchant vers la porte arrière. J'allume l'évier et me frotte les mains aussi fort que possible. Il entre par la porte de derrière et me regarde debout à l'évier et son visage fait cette chose où il essaie de paraître normal, mais quelque chose ne va pas dans ses yeux. Ça va? Tu es pâle. J'éteins l'eau, je sèche les mains et j'essaie de faire fonctionner ma voix. Oui, juste fatigué. Longue journée. Il met son sac de travail sur le comptoir et je peux voir de la terre sur son pantalon de ce matin avant qu'il parte pour le travail. Il continue à me regarder comme s'il essayait de comprendre si quelque chose ne va pas et je dois dire quelque chose de normal. Barry est passé plus tôt. Tout le corps de papa devient raide et son visage perd de la couleur une seconde avant qu'il ne le contrôle. Barry de la rue. Il demandait tout le travail que vous avez fait.
C'était vraiment curieux de savoir ce que vous cherchez. La mâchoire de papa se serre et il ouvre le frigo comme s'il avait besoin de quelque chose à voir avec ses mains. Réparer quelques problèmes de drainage. Des problèmes de vieille maison. Sa voix semble trop prudente, trop mesurée, rien d'intéressant. Il sort une bouteille d'eau et en boit la moitié. Et je regarde sa gorge bouger et pense à comment j'ai connu cette personne toute ma vie. Mais en ce moment, il se sent étranger. Je dois me doucher, dit-il, et passer devant moi vers l'escalier. J'attends d'entendre la porte de la salle de bain se fermer et l'eau commence à courir à l'étage. Puis je prends mon téléphone et mes clés et je glisse la porte d'entrée aussi tranquillement que possible. Je marche vite dans notre rue et je tourne le coin et continue d'aller pendant 2 pâtés de maison jusqu'à ce que je sois au coin de la vieille pharmacie où papa ne peut certainement pas me voir de la maison. Je sors mon téléphone et mes mains tremblent tellement que j'ai failli le laisser tomber. J'appelle le 911 et le téléphone sonne 2 fois avant que quelqu'un réponde. 911, quelle est votre urgence? J'ai trouvé des restes humains dans mon jardin. Je lui donne notre adresse et elle me demande de le répéter et je le fais. La voix du régulateur reste calme et professionnelle. Tu es en sécurité? Pouvez-vous décrire ce que vous avez trouvé? Je crois. Je ne suis pas à la maison en ce moment. J'ai creusé un trou dans mon jardin et j'ai trouvé une boîte de jouets enterrée à 5 pieds avec des restes humains à l'intérieur. Mon père creuse dans cet endroit exact depuis des semaines, et je ne sais pas ce qu'il fera quand la police se présentera. Le répartiteur me demande de rester en ligne, et je l'entends taper. Les officiers sont en route pour votre lieu. Tu peux rester où tu es et loin de la maison. Mon père est rentré. Il ne sait pas que j'ai appelé. Je ne pense pas qu'il me fera mal, mais je ne sais pas. Elle me dit de rester loin de la maison jusqu'à ce que les officiers arrivent et me demandent si j'ai un endroit sûr pour attendre. Je lui dis que je suis à 2 rues du coin. Elle dit que l'officier devrait être là dans moins de 10 minutes et me demande de rester en ligne, mais je lui dis que je dois y retourner parce que si papa réalise que je suis parti, il pourrait faire quelque chose. Elle essaie de me dire d'attendre, mais je raccroche et je retourne à la maison. Mes jambes se sentent mal, comme si elles arrêtaient de travailler, et je dois me forcer à continuer à bouger. Je retourne à la maison et je passe par la porte d'entrée et j'entends la douche courir encore à l'étage. Je vais à la cuisine et le sac de travail de papa est toujours sur le comptoir où il l'a laissé. Je reste là à essayer d'avoir l'air normal et à respirer normal et à échouer. La douche s'éteint à l'étage et j'entends papa se déplacer dans les toilettes. J'ouvre l'armoire et je prends un verre et je le remplis d'eau même si je n'ai pas soif parce que je dois avoir l'air de faire quelque chose de normal. Papa descend dans les escaliers avec des vêtements propres avec ses cheveux encore mouillés et ses mains sont propres pour la première fois depuis des semaines. Il va au poêle et remplit la bouilloire et allume le brûleur. Tu veux du thé? Pas de merci. Il descend une tasse et un sac à thé et se déplace dans la cuisine comme si tout était normal. Mais il y a quelque chose de prudent dans sa façon de faire. Comme s'il faisait le thé au lieu de le faire. La bouilloire commence à chauffer et il se penche contre le comptoir et regarde le jardin par la fenêtre. Yard est mieux. J'ai réglé la plupart des problèmes de drainage. Je ne dis rien et il me regarde et retourne au jardin. La bouilloire commence à siffler. Je me détourne de la fenêtre et force les mots avant de perdre mon air. Ces vieilles photos dans ton bureau? Ceux qui montrent le bac à sable? Pourquoi tu les as? La main de papa s'arrête à mi-chemin de la bouilloire et il pose sa tasse trop soigneusement sur le comptoir, comme s'il craignait que ça se brise. Juste quelques vieux sondages immobiliers que j'avais besoin de vérifier pour le travail. Des assurances. Rien d'intéressant. Sa voix semble fausse, trop plate et mesurée, comme s'il lisait un script qu'il mémorisait. La bouilloire continue de siffler, et il ne bouge pas pour l'éteindre. Je regarde la vapeur monter du bec et je pense à la façon dont tout dans cette cuisine semble normal, mais rien ne se sent plus normal. Il arrive enfin et clique sur le brûleur et le sifflet meurt à rien. Les lumières bleues clignotent à travers les fenêtres et papa gèle complètement. La bouilloire est toujours dans sa main. Son visage s'égoutte de toutes les couleurs comme quelqu'un a tiré une prise et laissé tout s'écouler. 3 voitures de police s'arrêtent devant chez nous et je le regarde comprendre ce qui se passe. Regardez ses yeux passer de la fenêtre à moi. Son visage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce mélange de choc, de douleur et de démission. Il sait que je les ai appelés. Il pose la bouilloire et se tient juste là à me regarder tandis que les lumières rouges et bleues passent à travers les murs de la cuisine. Je me dirige vers la porte avant que les officiers ne frappent parce que je dois contrôler ça.
Il faut être celui qui parle en premier. Papa me suit dans le couloir, mais reste près de la cuisine, sans rien dire. Il me regarde comme s'il essayait de comprendre comment on est arrivé. J'ouvre la porte et 3 officiers sont debout sur le porche avec leurs mains près de leur ceinture. C'est moi qui ai appelé. Il y a quelque chose dans le jardin que je dois te montrer. L'officier devant la porte crie et demande si tout le monde dans la maison est en sécurité et je dis oui. C'est juste moi et mon père. J'entends papa respirer derrière moi dans le couloir. Cette respiration calme et rapide comme s'il courait. Les officiers demandent s'ils peuvent entrer et je les laisse entrer. Ils me regardent devant papa et l'officier principal lui demande de rester dans le salon pendant qu'il sécurise la scène. Papa hoche trop vite, trop tranquillement, comme un gamin qui s'est fait prendre en train de faire quelque chose de mal. Un officier reste avec lui tandis que 2 autres me suivent par la cuisine vers la porte de derrière. Je pointe par la fenêtre au trou de remplissage où j'ai creusé ce matin et leur dis que les restes sont à environ 5 pieds dans une boîte de jouets. Les officiers tirent sur des gants et se dirigent vers l'extérieur et je les regarde de la fenêtre de la cuisine pendant qu'ils commencent à examiner la région. Papa est assis sur le canapé avec l'officier qui se tient à proximité et il ne regarde rien, il regarde juste ses mains sur ses genoux. Plus de voitures arrivent au cours de la prochaine heure. Des officiers filent du ruban jaune autour du jardin et installent des lumières vives même si c'est encore l'après-midi. Ils sortent les pelles et l'équipement et commencent à enlever soigneusement la saleté d'où j'ai rempli le trou. Un inspecteur arrive 40 minutes après les premiers officiers et marche à travers la maison en regardant tout avant de venir me trouver dans la cuisine. Elle se présente comme l'inspecteur Williams et demande si je suis prêt à faire une déclaration. Oui, je dis parce que je veux que ça soit enregistré avant que papa essaie de l'expliquer ou de faire entendre quelque chose d'autre que ce que c'est. Elle m'emmène à sa voiture et nous nous asseyons dans les sièges avant avec les portes fermées. La voiture sent le café et les frites, et il y a un presse-papier entre nous. Elle me demande de commencer par le début et de lui dire tout ce que je sais. Je lui parle des 3 semaines de fouilles, comment papa rentrait du travail et passait des heures dans le jardin à faire des trous qu'il remplirait. Je lui parle de le voir à 2 heures du matin creuser frénétiquement comme s'il courait contre le temps. Je lui parle du bureau verrouillé et des vieilles photos montrant le bac à sable et la balançoire. Je lui parle de trouver la boîte de jouets aujourd'hui et ce qui était à l'intérieur. L'inspecteur Williams écrit tout et pose des questions sur des dates et des heures précises. Je lui montre mes photos de téléphone de la boîte de jouets et le trou et les mesures que j'ai prises avant de la remplir. Son visage devient plus dur en regardant les photos. Ce masque professionnel tombe en place. Ce n'est pas une vieille enterrement, elle dit plus à elle-même qu'à moi. Non, je dis que ça ne l'est pas. Elle demande si mon père a parlé de ce qu'il cherchait ou pourquoi il creusait. Et je lui dis qu'il essayait de réparer quelque chose. Elle l'écrit et le souligne 2 fois. Après 1 heure de questions, l'inspecteur Williams demande si elle peut fouiller le bureau de mon père. Elle dit qu'elle peut obtenir un mandat, mais ce serait plus rapide s'il consentait. Je lui dis de lui demander, et on rentre à l'intérieur, où papa est toujours assis sur le canapé. L'officier avec lui s'écarte, et l'inspecteur Williams explique ce dont elle a besoin. Papa hoche la tête et dit qu'elle peut fouiller ce qu'elle veut, probablement parce que le refus le rendrait coupable de quelque chose de pire. Je regarde à travers la porte du bureau pendant que les officiers photographient son bureau et emballent soigneusement les vieilles photos de la propriété. Il trouve le morceau de papier qu'il gardait dans sa poche, celui qu'il mesurait les distances dans la cour, et ils emballent ça aussi. Tout est étiqueté et documenté et réalisé aux voitures. Papa ne regarde rien. Il s'assoit là, la tête baissée comme s'il attendait quelque chose d'inévitable. Le lendemain matin, l'inspecteur Williams appelle et demande si je peux venir à la station. Je prends le bus parce que je ne me fais pas confiance pour conduire et la trouver dans une petite salle de conférence. Elle glisse un document sur la table et me dit que c'est le résumé de ma déclaration d'hier. J'ai lu et vu mes propres mots tapés dans la langue officielle de la police rend tout se sentir plus réel et plus horrible. Le document m'appelle le témoin et papa le résident, comme si nous étions des étrangers au lieu de la famille qui vit ensemble depuis des années. Chaque détail que je lui ai donné est là en langage clinique sur le comportement du sujet et les observations du témoin. Je le signe en bas et elle le range. Elle me montre un autre document, seulement 2 pages, et explique que c'est la transcription de l'interview de mon père hier soir. J'ai lu ça et j'ai senti la colère se développer dans ma poitrine parce qu'il a à peine dit n'importe quoi. Question après question et sa réponse est toujours la même. J'essayais de réparer quelque chose comme un disque cassé. J'essayais de réparer quelque chose. La phrase me donne envie de crier parce que ce n'est pas une réponse.
Ce n'est pas une explication. C'est juste plus d'évasion et de dissimulation. L'inspecteur Williams regarde mon visage et demande si cette phrase signifie quelque chose de spécifique pour moi. Je lui dis qu'il l'a dit une fois avant quand j'ai demandé pour le creusement, mais je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Elle fait une note et sort un autre dossier. Ce sont des documents de propriété pour votre maison, dit-elle, en diffusant des papiers sur la table. La maison avait différents propriétaires il y a 20 ans. Une famille avec 2 adolescents qui ont déménagé soudainement en milieu d'année scolaire. Elle indique les dates et je sens ma peau ramper parce que cela signifie que celui qui est enterré dans notre jardin a été là depuis avant que nous y vivions. Depuis que nous avons emménagé et fait de cet endroit notre maison. Mon père a acheté une maison avec un corps déjà enterré dans la cour. Et d'une façon ou d'une autre, il le savait ou le savait. Et c'est de ça qu'il s'agissait. Il essayait de le déplacer ou de le cacher mieux, ou peut-être juste de se convaincre qu'il n'était pas vraiment là. L'inspecteur Williams demande si je savais pour les propriétaires précédents, et je me serre la tête parce que papa ne les a jamais mentionnés. Je n'ai jamais parlé de l'histoire de la maison. Je rentre une heure plus tard et je trouve Barry de 3 portes debout sur mon porche en parlant à l'inspecteur Williams. Barry semble mal à l'aise, changeant son poids de pied en pied, et quand il me voit, il donne cette vague gênante. L'inspecteur Williams demande si Barry peut faire sa déposition ici, et je dis que c'est bon. Barry lui dit qu'il se souvient de quelque chose datant d'il y a 18 ans, quand différentes personnes possédaient la maison. Il dit qu'il y a eu des rumeurs dans le quartier sur un adolescent qui a disparu. Une fille qui était à une fête et qui n'est jamais rentrée. Les gens en ont parlé pendant quelques semaines, dit-il, mais rien n'a jamais été confirmé par la police, et finalement tout le monde a arrêté d'en parler. L'inspecteur Williams écrit tout et pose des questions précises à Barry sur les dates et les noms, mais il ne peut pas se souvenir beaucoup au-delà de l'histoire générale. Après le départ de Barry, je regarde par la fenêtre de la cuisine pendant que l'équipe scientifique travaille dans le jardin sous les lumières lumineuses qu'ils ont mises en place. Ils retirent les choses de la boîte de jouets maintenant, en ramenant chaque objet soigneusement. Je les vois extraire ce qui ressemble à des morceaux de vêtements, effacer et la saleté tachée, et puis quelque chose de petit qui attrape la lumière, un bracelet. La scientifique l'examine avant de le glisser dans un sac. Et je me sens malade de savoir que quelqu'un portait ce bijou, quelqu'un qui avait des amis et de la famille et toute une vie devant eux. Mon téléphone sonne et c'est maman qui rappelle. Je vais dans le couloir lui dire tout ce qui est pressé de trouver le corps, sur la réaction de papa, sur la police partout et l'équipe médico-légale dans notre jardin en ce moment. Il y a un long silence à l'autre bout et je pense que l'appel a dû tomber. Mais maman dit qu'elle vient. Sa voix semble étrange, serrée et inquiète, et elle me dit qu'elle doit me parler de quelque chose du passé de papa qu'elle aurait dû mentionner il y a des années. Je demande ce qu'elle veut dire, mais elle dit pas au téléphone, qu'elle sera là dans 30 minutes. La maison se sent bondée avec la police se déplaçant dans les chambres et prenant des photos de tout. Je m'assieds sur les escaliers et attends maman, mon esprit court dans les possibilités de ce qu'elle pourrait me dire. Quand elle arrive enfin, elle m'embrasse serrée dans la porte, et je peux la sentir trembler. On va dans ma chambre où c'est plus calme, et elle ferme la porte. Maman m'emmène m'asseoir sur le lit et me dit qu'un jour, papa a dit qu'il avait couvert quelqu'un avant de se marier, quelque chose qui s'est passé avec son ancienne équipe de travail. Elle dit que c'était il y a des années et qu'il ne voulait pas lui donner de détails, il a juste dit que c'était quelque chose qui le hantait et il aurait souhaité qu'il ait fait des choix différents. Elle admet qu'elle s'est toujours demandé s'il voulait dire quelque chose de criminel, mais elle ne l'a jamais poussé à expliquer parce qu'elle avait peur de ce qu'il pourrait dire. Je me sens en colère parce qu'elle savait que papa avait un sombre secret et qu'elle l'a épousé de toute façon. Je suis entré dans une maison qui aurait pu cacher des preuves tout le temps. Maman voit mon visage et dit qu'elle ne savait pas que c'était si grave, qu'elle pensait peut-être qu'il avait aidé quelqu'un à éviter un accident du travail ou à couvrir un accident de travail. L'inspecteur Williams frappe à ma porte et demande si elle peut me parler en bas. Elle veut les copies de ces photos de jardin que j'ai trouvées dans le bureau de papa, celles montrant comment la cour avait l'air avant qu'on emménage. Je tire les photos sur mon téléphone et je les envoie à son adresse email, mes mains tremblant comme je tape. La remise de preuves contre mon père ressemble à une trahison, même si je sais que c'est la bonne chose à faire. L'inspecteur Williams me remercie d'être si coopératif et dit que la plupart des membres de la famille ne sont pas aussi utiles dans des cas comme celui-ci, ce qui me rend pire d'une certaine façon. Le téléphone de la maison sonne et j'entends papa répondre dans la cuisine. Sa voix dérive dans les escaliers et je reconnais le ton qu'il utilise pour les appels au travail. Quelqu'un de son bureau demande pourquoi il n'est pas venu aujourd'hui et papa réclame une urgence familiale, demandant un congé immédiat. Sa voix semble vide et vaincue,
comme s'il lisait des lignes d'un script. Il sait que sa vie normale vient de se terminer, que retourner à son travail d'assurance et prétendre que tout va bien n'est plus possible. Maman reste jusqu'à tard dans la soirée, mais finalement elle doit partir pour le travail le matin. Après son départ, j'essaie de dormir dans ma chambre, mais je ne supporte pas d'être à l'étage près de la chambre de papa. Je prends une couverture et un oreiller et fais une place sur le canapé du salon. La maison est différente maintenant, comme les murs eux-mêmes détiennent des preuves, et les planchers gardent des secrets. Je suis éveillé en écoutant le rythme de papa dans sa chambre fermée au-dessus de moi, ses pas allants et retours pendant des heures. Vers minuit, son rythme s'arrête enfin, et la maison se calme, sauf pour le bourdonnement du réfrigérateur. L'inspecteur Williams m'appelle tôt le lendemain matin avant que je ne me réveille. Elle me dit que l'examinateur médical a des conclusions préliminaires sur les restes. Ils viennent probablement d'un adolescent, pas d'un jeune enfant comme la taille de la boîte de jouets suggérée à l'origine. Ce détail change tout dans ma tête parce que cela signifie que nous ne parlons pas d'une tragédie aléatoire, mais peut-être que l'adolescent disparu Barry mentionné, une personne réelle avec un nom et une famille qui a passé des années à se demander ce qui s'est passé. L'inspecteur Williams mentionne aussi qu'ils ont reçu un tuyau anonyme sur leur hotline hier qui a nommé spécifiquement mon père. Elle ne peut pas me dire ce que le conseil a dit exactement, juste que quelqu'un ici sait quelque chose sur ce que papa a fait. Je me sens parano tout à coup, me demandant qui d'autre a porté ce secret dans le quartier toutes ces années. Combien de personnes savaient qu'il y avait un corps enterré dans notre jardin et n'ont jamais rien dit? Ce soir-là, je trouve papa dans la cuisine faisant du café comme si c'était une journée normale. Je vais lui dire que les restes viennent d'un adolescent que l'inspecteur Williams m'a dit. Je lui demande directement s'il a tué quelqu'un, et ma voix sort plus fort que ce que je voulais dire. Le visage de papa s'écroule et il commence à pleurer, tout son corps tremblant. Il dit qu'il n'a tué personne, le répétait encore et encore, comme s'il le disait assez souvent, je le croirais. Mais quand je demande ce qu'il a fait, quel était son rôle dans tout ça, il se serre la tête et ne veut rien expliquer. Maman revient le soir suivant sans appeler d'abord, et j'entends sa voiture dans l'allée avant papa. Elle entre dans la cuisine où papa et moi sommes assis dans des coins opposés, en s'évitant, et elle nous regarde tous les deux avec cette expression fatiguée comme si elle savait déjà que ça va être mauvais. Nous trois nous retrouvons à la table de la cuisine dans ce terrible silence qui s'étend pendant des minutes, personne ne sachant quoi dire ou par où commencer. Maman regarde papa comme si elle essayait de savoir qui il est vraiment. Enfin, elle lui pose des questions sur l'ancienne équipe de ses jours d'aménagement paysager, sur les gars avec qui il travaillait avant d'obtenir l'assurance. Le visage de papa devient dur comme si quelqu'un l'avait giflé. Et il dit que certaines choses sont mieux laissées seules dans cette voix plate qui ne lui ressemble pas du tout. Maman se penche vers l'avant et dit qu'elle doit comprendre ce qui s'est passé, qu'elle mérite de savoir après toutes ces années. Mais papa repousse la table et sort de la pièce. Maman est assise là pendant une minute à regarder la chaise vide où papa était assis. Puis elle prend son sac et part sans dire au revoir à l'un de nous. Je regarde ces feux de queue disparaître dans la rue et sentir ce mélange bizarre de soulagement et d'abandon comme si tout le monde me laissait seul pour faire face à ce cauchemar. L'inspecteur Williams se pointe 2 jours plus tard avec des papiers dans sa main et 2 autres officiers derrière elle et elle dit à papa qu'elle a un mandat de perquisition officiel pour ses appareils électroniques et ses dossiers personnels. Papa ne discute pas ou ne pose pas de questions, il s'éloigne et les laisse entrer dans son bureau comme s'il s'y attendait. Je les regarde photographier tout avant qu'il ne le touche. La façon dont il débranche soigneusement son vieux disque dur externe de l'arrière de son ordinateur de bureau. Reste demandé et sur Spotify maintenant. Consultez le lien dans la description ou les commentaires. Ils ont mis le disque dur dans un sac de preuves et l'étiqueté avec un marqueur. Et je vois les épaules de papa s'effondrer quand il le porte devant lui vers la porte d'entrée. Il sait ce qu'il y a sur ce disque, il sait ce qu'ils vont trouver, et son langage corporel change comme s'il avait abandonné les combats. Après leur départ, papa monte dans sa chambre et ferme la porte, et je l'entends aller et venir pendant des heures. 2 jours plus tard, l'inspecteur Williams appelle et me demande si je peux venir à la station pour regarder des preuves qu'ils ont récupérées, et je me sens malade à l'estomac à propos de ce qu'elle va me montrer. Elle m'emmène dans une petite salle de conférence et ouvre son ordinateur portable, tirant des images numérisées de vieux courriels du disque dur de papa. Les emails datent d'il y a 20 ans, envoyés entre papa et plusieurs autres personnes dont je ne reconnais pas les noms. Et il parle d'un feu de joie à cette adresse et de nettoyer le désordre. Un email dit qu'ils doivent s'assurer que tout est enterré assez profondément que personne ne le trouvera jamais par accident. Et un autre parle d'utiliser la boîte de jouets parce que c'était la bonne taille et déjà là.
Le ton décontracté de ses emails me fait sentir froid partout, comme ils parlent de travail de cours ou de plans de week-end au lieu de cacher un corps. Ils utilisent des phrases comme prendre soin du problème et s'assurer que la propriété reste propre. Et je réalise que ces gens pensaient qu'ils étaient prudents en n'utilisant pas des mots spécifiques. L'inspecteur Williams indique les dates et les noms de l'expéditeur, expliquant qu'ils essaient de localiser toutes ces personnes pour des entretiens. Je rentre chez moi dans un jour et je me gare dans l'allée, et Barry, du bas de la rue, marche jusqu'à ma porte d'entrée. Il dit qu'il doit me dire quelque chose à quoi il pense depuis l'arrivée de la police. Quelque chose dont il se souvient il y a longtemps. Barry me dit qu'il y a environ 18 ans, peut-être 19 ans, il s'est réveillé au milieu de la nuit et a vu plusieurs camions garés dans notre rue jusqu'à 3 heures du matin. Il a regardé par la fenêtre parce que le bruit l'a réveillé et il a vu des gens déplacer des choses dans l'obscurité entre les camions dans notre jardin. Il dit qu'il pensait que c'était bizarre à l'époque, mais il pensait que c'était des matériaux de construction ou des fournitures d'aménagement paysager. Donc, il est retourné au lit et l'a oublié jusqu'à maintenant. Écoutez, Barry décrit cette nuit rend tout plus réel et plus horrible parce que cela signifie que d'autres personnes ont vu ce qui se passait et personne n'a pensé à l'interroger. Je le remercie de me l'avoir dit et de rentrer. Et 1 heure plus tard, l'inspecteur Williams rappelle que le rapport médico-légal est revenu avec de nouvelles informations. Elle me demande si je peux revenir à la station et quand j'arrive, elle me montre l'analyse scientifique complète du bracelet qu'ils ont trouvé dans la boîte de jouets. Le bracelet a des initiales gravées à l'intérieur qu'ils ont pu lire après le nettoyage. Et l'inspecteur Williams me dit que les initiales correspondent à une fille nommée Sarah Chen qui a disparu il y a 18 ans. Elle sort un dossier et me montre l'affiche de Sarah. Et je vois un adolescent souriant qui a l'air si vivant sur la photo avec de longs cheveux foncés et des accessoires et cette expression lumineuse et heureuse. L'affiche dit qu'elle a été vue pour la dernière fois à une fête du côté nord de la ville, qu'elle avait 16 ans, que sa famille est désespérée pour toute information. L'inspecteur Williams explique que l'affaire de Sarah a pris froid après quelques mois parce qu'il n'y avait aucune piste et aucun corps, mais la famille n'a jamais cessé de chercher des réponses. Je fixe le visage de Sarah dans l'affiche et je sens ce poids écrasant en sachant ce qui lui est arrivé pendant que sa famille passait 18 ans en espérant qu'elle était encore en vie quelque part. Ce soir-là, je ne peux pas dormir, donc je sors mon ordinateur portable et je commence à chercher des informations sur Sarah Chen en ligne. Je trouve des dizaines de messages de sa sœur Josie sur des forums de personnes disparues et des pages de médias sociaux, suppliant pour des conseils et gardant le cas de Sarah actif année après année. Le plus récent post vient d'il y a 3 mois où Josie écrit qu'elle vérifie toujours son téléphone chaque jour en espérant des nouvelles, qu'elle n'abandonnera jamais tant qu'elle ne saura pas ce qui est arrivé à sa sœur. Je retourne à travers des années de messages et voir la détermination de Joss ne s'affaiblir jamais, comment elle marque chaque anniversaire que Sarah a manqué, et chaque anniversaire de sa disparition. Je clique sur les anciens messages de forum où Josie décrit Sarah comme drôle et gentille. Elle aimait les cours d'art et voulait être enseignante un jour. Comment elle a été vue pour la dernière fois à une fête en voiture avec des gens qu'elle connaissait. Josie écrit que la famille n'a jamais abandonné l'espoir. Comment ils ont gardé la chambre de Sarah exactement la même au cas où elle rentrerait. Comment leur mère est morte il y a 5 ans encore croyant Sarah pourrait revenir. Le poids de savoir ce qui s'est passé quand Josie ne se sent pas insupportable. Comme si je portais ce terrible secret qui appartient à sa famille mais je ne peux pas encore le partager parce que c'est une preuve dans une enquête active. J'ai lu le post après le post où Josie supplie quiconque sait quoi que ce soit de se présenter. Et je veux passer par l'écran et lui dire que je suis désolé, que j'ai trouvé sa sœur, qu'au moins maintenant il peut y avoir des réponses. Le lendemain matin, je trouve papa dans la cuisine qui fait du café. Et je marche jusqu'à lui et lui dis que je sais pour Sarah Chen, que j'ai vu son poster de personnes disparues, que j'ai lu ce que sa sœur traverse depuis 18 ans. Papa pose sa tasse de café et admet qu'il savait que l'ami aîné de Sarah était à la fête où quelque chose s'est mal passé. Sarah est morte accidentellement et quelqu'un a paniqué en appelant la police, mais il ne dira pas qui ou expliquer son rôle exact dans ce qui s'est passé ensuite. Je perds mon sang-froid et commence à lui crier dessus pour avoir minimisé ce qui s'est passé. Dire que quelqu'un a paniqué comme ça excuse enterrer un enfant dans une boîte de jouets et laisser sa famille souffrir pendant 18 ans. Je lui dis que Sarah avait une sœur qui n'a jamais cessé de la chercher. Une mère qui est morte en espérant que sa fille rentre. Et tout ce qu'il peut dire, c'est que quelqu'un a paniqué comme ça. Papa s'engueule, mais ne se défend pas. Reste là à prendre ma colère comme s'il attendait depuis 18 ans que quelqu'un lui en veuille autant. Plus tard ce jour-là, l'inspecteur Williams appelle le téléphone de papa et lui dit qu'il doit venir pour une autre entrevue. Et je le regarde mettre ses chaussures et sa veste avec cette lenteur vaincue.
Quand il revient 3 heures plus tard, il a l'air encore pire. Et j'ai appris par l'inspecteur Williams le lendemain qu'ils l'ont confronté avec des dossiers téléphoniques montrant qu'il a cherché le nom de Josie Chen en ligne il y a plusieurs mois. Papa ne pouvait pas expliquer pourquoi il cherchait la sœur de la victime. N'a pas pu trouver de bonnes raisons de faire des recherches sur sa vie actuelle et sa présence en ligne. J'ai réalisé à ce moment-là que papa avait prévu de déterrer la preuve avant que quelqu'un d'autre ne la trouve, qu'il a vu les postes de Joss garder l'affaire en vie et a eu peur que cette nouvelle attention puisse conduire les enquêteurs à notre propriété. Ce soir-là, je retourne à la maison une dernière fois pour faire mes valises. Papa est assis à la table de la cuisine avec une tasse de café qu'il ne boit pas, et je marche devant lui dans ma chambre sans rien dire. Je jette des vêtements dans mon vieux sac, prends mon ordinateur et mon chargeur, prends les photos de mon bureau. Mes mains serrent alors que je zippe le sac fermé parce que cela semble permanent d'une manière ou d'une autre. Comme je ne pars pas que quelques jours, mais je déménage pour de bon. Quand je reviens avec le sac sur mon épaule, papa me regarde avec ses yeux vides. Et je lui dis que je reste avec maman un moment. Il hoche la tête comme il s'y attendait, comme s'il attendait que je parte depuis que j'ai trouvé Sarah. J'attends qu'il se dispute ou me demande de rester, mais il ne dit rien, il retourne regarder son café. Je sors de la porte d'entrée en sentant un étrange mélange de soulagement que je m'éloigne de cette maison et de culpabilité que je l'abandonne quand tout s'écroule. Maman me prend au coin et je ne regarde pas en arrière quand on part. 3 jours plus tard, je suis chez maman quand je vois notre maison aux infos locales. L'adresse est floue, mais je reconnais la clôture et l'arbre dans la cour avant immédiatement. Le journaliste est sur le trottoir et parle de restes humains trouvés dans une cour de banlieue et d'une enquête en cours. Mon téléphone commence à devenir faux avec les textos de gens à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Tout le monde me demande si je vais bien et ce qui se passe. Quelqu'un du lycée m'a envoyé des messages disant qu'il avait vu les infos et que c'était ma maison. Un cousin que je connais à peine. Pour demander si papa a des ennuis. Je réalise que notre cauchemar privé devient une connaissance publique et bientôt tout le monde saura ce qui s'est passé dans notre jardin. Maman s'assoit à côté de moi et éteint la télé, mais mon téléphone continue de bourdonner avec plus de messages. Les gens veulent des détails, veulent connaître l'histoire, veulent entendre ce que c'était de trouver un corps. J'éteins complètement mon téléphone parce que je ne peux pas traiter tout le monde comme des commérages quand Sarah était une vraie personne qui avait une famille. Le lendemain matin, l'inspecteur Williams s'appelle et demande si je peux venir au commissariat sans en parler à papa. Je la retrouve dans une petite pièce avec une table et 2 chaises, et elle étend les papiers montrant tous les trous dans l'histoire de papa. Elle indique sa déclaration où il a dit ne pas connaître Sarah personnellement, mais ensuite me montre les courriels mentionnant son nom spécifiquement. Elle me montre des appels prouvant que papa a appelé un des autres gars de cette fête juste 2 semaines avant qu'il commence à creuser. Elle m'accompagne dans tous les endroits où sa chronologie ne correspond pas à ce que d'autres preuves suggèrent. L'inspecteur Williams dit qu'elle est en train de construire une affaire d'accessoires après le fait et demande si j'ai entendu papa dire autre chose sur cette nuit. Je lui parle de lui en pleurant pendant qu'il creusait et de son commentaire sur le passé qui ne restait pas enterré. Elle écrit tout dans son cahier et j'ai l'impression d'aider à mettre mon propre père en prison, mais je ne peux pas arrêter de répondre à ses questions. Avant de partir, l'inspecteur Williams ouvre un dossier et me montre ses notes. Là, dans l'écriture officielle de la police, il est dit « accessoire possible après le fait ». Il a aidé à dissimuler le corps et les preuves. Voir ces mots écrits sur papa rend tout plus réel. Jusqu'à présent, il s'agit d'entrevues, de questions et de recherches, mais c'est un langage juridique réel sur les accusations réelles. Je lui demande ce que cela signifie pour papa, et elle explique accessoire après le fait. Dans des cas comme celui-ci peut porter un temps de prison grave, peut-être 5 à 10 ans, selon ce que le procureur décide. Elle dit qu'ils enquêtent toujours sur toutes les personnes impliquées et construisent la chronologie de cette nuit-là. Mais le rôle de papa dans l'enterrement est clair de ses propres admissions. Je sors du commissariat parce que jusqu'à ce moment-là, je me disais que papa pourrait peut-être obtenir une probation ou un service communautaire, mais maintenant je comprends qu'il pourrait aller en prison pendant des années. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir. Je cherche Josie Chen en ligne. Je trouve sa page de plaidoyer où elle publie des mises à jour sur le cas de Sarah, et je vois ses coordonnées énumérées en bas. Mes mains tremblent alors que j'ouvre un nouveau message et que je tape attentivement que je suis connecté à de nouvelles informations sur la disparition de Sarah. Je ne donne aucun détail sur ce que j'ai trouvé ou parce que l'inspecteur Williams m'a dit que l'enquête était toujours active. Je dis juste que je suis prêt à lui parler si elle veut et que j'espère que cela peut apporter des réponses à sa famille mérite. Mon doigt plane sur le bouton d'envoi pendant 1 minute avant de l'appuyer.
Le message passe et je regarde mon téléphone me demandant si j'ai fait ce qu'il fallait ou si je rends tout plus compliqué. Josie répond 53 minutes plus tard. Son message est court, juste demander si nous pouvons rencontrer quelque part en public et me donner son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un texto et on s'est arrangé pour se retrouver dans un café en ville l'après-midi prochain. Je dors à peine cette nuit-là parce que je répète ce que je dois dire à quelqu'un dont la sœur a été enterrée dans mon jardin pendant 18 ans. Comment vous excusez-vous pour quelque chose comme ça? Comment expliquez-vous que vous avez vécu dans cette maison pendant 10 ans, ne sachant pas ce qui était sous le sol? Je pratique différentes façons de commencer la conversation, mais tout semble mal. Le matin, je suis épuisé, mais je m'habille et je prends le bus pour la rencontrer. Le café est occupé avec la foule du déjeuner quand j'arrive. Josie est déjà à une table d'anglais, je la reconnais de sa photo de profil. Elle se lève quand elle me voit et conserre les mains maladroitement avant de s'asseoir. Je lui dis autant que j'ai le droit de trouver la boîte de jouets et d'appeler la police et ce qui se passe avec l'enquête. Elle commence à pleurer à mi-chemin et je lui donne ses serviettes du distributeur sur la table. Elle me remercie d'être venue, dit que sa famille a attendu si longtemps pour toute information sur ce qui est arrivé à Sarah. Puis elle sort son téléphone et me montre des photos de Sarah avant sa disparition. Sarah a son diplôme de 8e. Sarah peint un cours d'art. Sarah riant avec des amis à la plage. Josie me raconte des histoires sur sa sœur, comment Sarah voulait être enseignante et aimait aider les jeunes enfants avec leurs devoirs. Comme elle était drôle et gentille et se souvenait toujours des anniversaires des gens. Écoutez Josie parler de Sarah comme une vraie personne au lieu de rester juste dans une boîte fait tout mal plus parce que maintenant je peux imaginer qui a été enterré dans notre cour toutes ces années. 3 semaines après que j'ai trouvé Sarah, l'inspecteur Williams m'appelle pour me dire que le médecin légiste a officiellement confirmé que les restes étaient sarrachiennes. Ils ont comparé l'ADN des restes avec un échantillon de Josie fourni et obtenu une correspondance définitive. L'inspecteur Williams dit qu'elle organise une conférence de presse cet après-midi pour annoncer l'identification et je devrais probablement rester loin de la maison parce que les médias seront là. Je regarde la conférence de presse à la télé de l'appartement de maman. L'inspecteur Williams se tient sur un podium avec Josie à côté d'elle et annonce que Sarah Chen a été retrouvée après 18 ans. Elle remercie la famille pour leur collaboration et demande à quiconque d'avoir des informations sur la mort de Sarah de se manifester. Les nouvelles montrent de vieilles photos de Sarah et des images de notre maison avec des cassettes de police toujours dans le jardin. Je me sens engourdi à regarder tout ça jouer à l'écran, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre au lieu de la mienne. 2 jours après la conférence de presse, un homme nommé Sawyer Ellis contacte la police disant qu'il travaillait avec papa à l'époque et sait ce qui s'est passé. L'inspecteur Williams s'appelle pour m'en parler. Sawyer a dit aux enquêteurs que papa a aidé à enterrer Sarah mais ne l'a pas tuée, que c'était quelqu'un d'autre à la fête qui a causé sa mort et que papa a été poussé à aider à le couvrir. Il dit qu'il y avait 4 personnes impliquées et donne le nom de la police de tous ceux qui étaient là. Cette information change les choses parce que ça veut dire que papa n'était pas seul et peut-être pas la personne la plus coupable impliquée. L'inspecteur Williams dit qu'ils suivent la déclaration de Sawyer et essaient de localiser les autres personnes qu'il a nommées. Je sens ce mélange étrange de soulagement que papa n'a peut-être pas tué Sarah et de colère qu'il a toujours choisi d'aider à l'enterrer au lieu d'appeler la police. La semaine prochaine, l'inspecteur Williams me demande de revenir au commissariat. Elle me montre quelque chose qu'ils ont trouvé sur l'ordinateur de papa, un courriel de projet dans sa boîte postale qu'il a écrit à Josie mais jamais envoyé. L'email date d'il y a 6 mois, quand papa a commencé à agir bizarrement. Papa s'excuse pour ce qui s'est passé et dit qu'il porte la culpabilité tous les jours depuis cette nuit. Il écrit qu'il sait que le pardon n'est pas suffisant et que rien ne peut ramener Sarah, mais il voulait que Josie sache que sa sœur n'a pas souffert et ne soit pas morte seule. En lisant ces mots incendiaires, je suis tellement en colère que je dois me lever et marcher dans la pièce. Pendant tout ce temps, papa avait des remords, avait la culpabilité, avait la capacité de donner des réponses à Josie, mais il a choisi de le garder secret. Il a écrit toutes ses excuses, mais n'a pas eu le courage de l'envoyer. L'inspecteur Williams me surveille et me dit, le remords sans action n'est qu'une lâcheté, et je me rends compte que c'est exactement ce que papa fait depuis 18 ans, se sentant mal, mais ne faisant rien pour le bien. 2 jours après avoir lu les excuses de papa, l'inspecteur Williams appelle et me demande de revenir au commissariat. Elle est assise en face de moi dans la même salle d'entrevue et glisse un formulaire de consentement sur la table. Elle veut savoir si je serais prêt à enregistrer toute conversation avec papa au cas où il admettrait plus de détails sur cette nuit. J'ai l'impression de devenir un espion, de trahir ce qui reste de notre relation. Mais je pense à Sarah et Josie et je signe le formulaire.
L'inspecteur Williams m'explique comment faire légalement, en expliquant que je dois faire partie de la conversation et que je dois dire à papa que j'enregistre si la loi l'exige dans notre État. Elle me montre comment utiliser une application d'enregistrement vocal sur mon téléphone, comment s'assurer qu'elle capte l'audio, comment me garder en sécurité en séjournant dans des lieux publics. Elle me donne son numéro direct et me dit d'appeler immédiatement si papa dit quelque chose qui me rend dangereux ou s'il essaie de quitter la ville. 3 soirs plus tard, mon téléphone sonne à 1h avec un texto de papa. Le message dit qu'il veut se rendre, mais doit me parler d'abord seul avant qu'il le fasse. Je regarde l'écran pendant 10 minutes, sentant que la vieille loyauté me tire dessus, la partie qui se souvient encore de lui m'apprenant à faire du vélo et à aider avec les devoirs. Mais je me souviens aussi que Sarah s'est repliée dans cette boîte de jouets et je lui écrivais que je ne le rencontrerais que dans un endroit public. Il répond en demandant où, et je peux presque entendre le désespoir dans ses mots, même par le texte. Je lui dis que j'ai besoin de temps pour y réfléchir et poser mon téléphone sur la table de nuit. Le lendemain matin, je lui envoie un texto et je dis que nous pouvons nous rencontrer, mais seulement à un endroit que je choisis. Il est d'accord sans se disputer. J'envoie un texto à l'inspecteur Williams avant de répondre à papa, lui disant ses messages et sa demande de rencontrer. Elle m'appelle en quelques minutes et on parle du plan. Je dis à papa qu'on se retrouvera dans le hall du commissariat où il y a des caméras partout et des agents qui passent constamment. J'explique par texto que je ne le rencontrerai pas dans un endroit privé où il pourrait essayer de me dissuader d'appeler la police ou de me manipuler pour garder plus de secrets. Papa envoie un texto, probablement parce qu'il sait que je ne viendrai pas autrement. J'ai filmé toute notre conversation texte et je l'ai envoyé à l'inspecteur Williams. Elle répond qu'elle s'assurera que les officiers sachent que je viens et que je dois arriver 15 minutes avant papa pour qu'elle puisse me parler. Le jour de la réunion, j'arrive tôt au poste de police et l'inspecteur Williams m'emmène dans un petit bureau où elle me montre la caméra de sécurité du hall. On regarde la voiture de papa dans le parking. Il est assis sur le siège du conducteur presque 5 minutes avant de sortir. Quand il passe enfin à travers les portes vitrées, il a l'air plus petit que je ne m'en souviens, ses épaules étaient en avant comme s'il transportait quelque chose de lourd. Ses cheveux sont plus gris qu'il y a un mois. Nous allons le rencontrer et nous asseyons dans des chaises en plastique orange près de la réception. Les mains de papa tremblent alors qu'il les plie sur ses genoux. Il me dit qu'il est prêt à faire une déclaration complète, qu'il ne peut plus vivre avec le secret, qu'il est en train de le manger vivant. Sa voix craque quand il dit qu'il ne sait rien. Il dit que la police va rattraper ce qu'il a fait, mais au moins la vérité sera enfin sortie. L'inspecteur Williams nous conduit dans une salle d'interrogatoire et commence à enregistrer la déclaration officielle de papa. Je suis assis dans le coin pendant que papa parle, ses mots sortent lentement au début, puis plus vite au fur et à mesure. Il admet avoir aidé à transporter le corps de Sarah dans la boîte de jouets après sa mort à une fête. Il dit qu'il y a eu un accident, qu'un groupe d'entre eux buvait et que quelque chose s'est mal passé et Sarah est tombée et a frappé sa tête. Il décrit comment tout le monde a paniqué, comment ils étaient jeunes, effrayés et stupides. Il dit qu'ils l'ont enveloppée dans une couverture et l'ont mise dans la boîte de jouets du garage. La voix de papa tombe à presque un murmure quand il admet qu'il a aidé à enterrer la boîte dans le jardin de la maison qu'il aidait à rénover pour les propriétaires qui étaient hors de la ville. Il dit que c'était la pire décision de sa vie. Qu'il le regrette tous les jours depuis 18 ans. Qu'il pensait confesser 1000 fois mais qu'il avait trop peur. Puis papa a nommé les autres qui étaient là cette nuit-là. Il dit que c'est Raymond Ellis qui a suggéré d'enterrer le corps, que Raymond vivait hors de l'État, quelque part au Nevada ou en Arizona. Il parle de Gavin qui a aidé à creuser le trou mais est mort il y a 5 ans dans un accident de voiture. L'inspecteur Williams écrit tout et pose des questions de suivi sur les dates et les lieux exacts et qui d'autre aurait pu savoir. Je suis assis là à écouter et à réaliser que tout le monde ne sera pas confronté à des conséquences. Pour ce qu'il a fait. Gavin est mort et Raymond pourrait être impossible à trouver ou à poursuivre après tant d'années. L'information donne aux policiers de nouvelles pistes à suivre, mais cela signifie aussi que la justice sera incomplète. Que certaines personnes se sont enfuies en vivant assez longtemps ou en s'éloignant assez loin. Quand papa termine sa déposition, l'inspecteur Williams se lève et lui dit qu'il est en état d'arrestation pour complicité après le fait et l'obstruction de la justice. Elle lui lit ses droits Miranda pendant que je regarde de mon fauteuil de l'autre côté de la pièce, les mots sonnant exactement comme ils le font sur les émissions de télévision. Papa garde les yeux sur le sol alors qu'elle demande s'il comprend ses droits. 2 officiers entrent et lui mettent des menottes, le métal clique sur ses poignets. Il ne me regarde pas comme il l'emmène hors de la salle d'entrevue vers les cellules de détention. Je sens ce mélange étrange de soulagement qu'il a finalement dit la vérité et le chagrin en voyant mon père être enlevé dans des menottes.
L'inspecteur Williams met sa main sur mon épaule et demande si je vais bien. Je hoche la tête, mais je ne sais pas trop si je le suis. La semaine suivante, je vais au procès de papa au tribunal du centre-ville. Je m'assois dans la rangée arrière de la galerie et le regarde à côté de son avocat, une femme nommée Myriam Ellis, que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Le juge lit les accusations et demande comment papa plaide. Son avocat dit non coupable, même si nous savons tous qu'il est coupable, même s'il vient de donner des aveux complets. Myriam explique plus tard que c'est une procédure standard, qu'il protège ses droits et garde des options ouvertes pour une affaire. Le juge met en liberté sous caution à $50 000 avec des conditions, y compris aucun contact avec moi, ce qui signifie que papa ne peut pas appeler ou envoyer un SMS ou venir près de moi. En entendant le juge dire ces mots à haute voix, j'ai envie d'obtenir la limite dont j'avais besoin, mais je ne pouvais pas me fixer. Le visage de papa reste vide pendant toute la procédure, comme s'il n'était pas vraiment là, comme s'il était déjà sorti de sa propre vie. Quelques jours après la mise en accusation, maman et moi retournons à la maison avec la permission de la police pour chercher tout ce qui pourrait être une preuve. On porte des gants comme les officiers nous l'ont dit et on commence dans le bureau de papa. Maman trouve l'ancienne mesure de la bande dans son tiroir de bureau, celui qu'il avait l'habitude de suivre dans le jardin. Je trouve ses croquis dessinés à la main de la cour coincés dans un dossier marqué papier d'assurance. Les croquis montrent des mesures de la clôture à divers points, des calculs dans les marges, des notes sur la profondeur et la distance. En regardant ces papiers, je comprends enfin ce qu'il faisait à minuit. Il n'essayait pas de trouver la boîte de jouets parce qu'il a oublié où il était. Il essayait de le trouver et de le déplacer avant que personne ne le fasse. Avant qu'un futur propriétaire ou travailleur des services publics ne tombe sur elle comme je l'ai fait. Tous ces trous qu'il a creusés étaient des tentatives de déplacer les preuves pour enterrer Sarah ailleurs où elle ne serait jamais trouvée. Maman reçoit un appel de quelqu'un de la compagnie d'assurance de papa demandant son statut. Elle est sortie pour la prendre et revient à l'air inquiet. Elle m'a dit qu'ils ont mis papa en congé administratif sans solde pendant que l'affaire criminelle avance. Elle mentionne qu'il aura du mal à faire les versements hypothécaires sur la maison sans son salaire. Je ressens un petit soupçon d'inquiétude à propos de ses finances, à propos de lui qui perd tout au-dessus du temps de prison. Mais je me rappelle que la famille de Sarah Chen a lutté avec bien pire pendant 18 ans. Ils ont vécu sans savoir, avec l'espoir et la recherche et le deuil sans fermeture. Papa a choisi d'enterrer un enfant et de garder ce secret pendant que la famille de Sarah souffrait. Quels que soient les problèmes financiers qu'il a maintenant sont les conséquences qu'il a sur lui-même. La semaine suivante, maman m'emmène dans une clinique de thérapie du côté et de la ville, où les frais sont basés sur ce que vous pouvez payer. La salle d'attente a des chaises mal jumelées et de vieux magazines et un refroidisseur d'eau qui fait un bruit fort. Une femme sort et se présente comme Galina Pugh et me ramène dans un petit bureau avec un bureau et deux chaises face à face. Elle me demande de lui dire ce qui m'a amené ici, et je commence à parler de trouver le corps, de creuser papa, d'appeler la police et de le regarder se faire arrêter. Je parle presque toute l'heure, et elle écoute et prend quelques notes. Quand la séance se termine, elle me dit que parler à voix haute à quelqu'un de neutre peut les aider à se sentir plus gérables. J'ai prévu un autre rendez-vous pour la semaine prochaine et je me sens un peu moins comme si je perdais la tête. Alors que je retourne à la voiture de maman, 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de Josie avec la ligne d'objet, la vigile de Sarah. Elle écrit que les restes de Sarah ont été officiellement remis à la famille et qu'ils tiennent une veillée commémorative dans un parc près de l'endroit où Sarah est allée au lycée. L'email inclut la date et l'heure et se termine avec « Cela signifierait beaucoup si vous pouviez venir, mais je comprends si c'est trop dur. Je passe les 4 prochains jours à aller et venir pour savoir si je devrais y assister. » Une partie de moi pense que ma présence réconforterait Josie et honorerait la mémoire de Sarah. Une autre partie craint que me voir rappelle à tout le monde comment Sarah a été trouvée et où elle a été enterrée toutes ces années. J'envoie un texto à Josie et je lui demande si elle veut que je sois là ou si elle est polie. Elle répond en quelques minutes en disant qu'elle veut vraiment que je sois là, que mon honnêteté à propos de ce que j'ai trouvé a donné à sa famille quelque chose dont ils avaient besoin. Je lui dis que je serai là. La veillée est un samedi soir et j'arrive tôt pour évacuer la foule. Il y a peut-être 50 personnes réunies dans un cercle autour d'une petite table couverte de photos de Sarah et de bouquets de fleurs. Je reste vers le dos et je regarde les gens allumer des bougies et les passer. Quand c'est mon tour, j'allume ma bougie de la personne à côté de moi et la tiens pendant que la mère de Joss parle du rire de Sarah et de sa gentillesse et combien elle leur manquait. Après la fin de la partie formelle, les gens se mettent à parler tranquillement et à partager des souvenirs. Josie me trouve près du bord de la foule et me tire dans un câlin serré sans rien dire au début. Quand elle recule, ses yeux sont mouillés,
mais elle sourit légèrement. Elle me dit que mon choix d'appeler la police immédiatement au lieu d'essayer de gérer les choses en privé a fait toute la différence. Que si j'avais d'abord confronté papa ou essayé de le couvrir, la vérité n'aurait jamais pu sortir. Je ne sais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête et elle me serre la main avant de retourner dans sa famille. 2 jours plus tard, l'inspecteur Williams m'appelle pour me dire que la police d'un autre État a interrogé Raymond Ellis sur son implication dans la mort de Sarah. Elle dit que les procureurs examinent s'ils ont suffisamment de preuves pour l'inculper sur la base de la déclaration de papa et de certains vieux dossiers téléphoniques qu'ils ont récupérés. L'enquête s'étend au-delà de papa maintenant, et j'ai l'impression que la justice rattrape lentement tous ceux qui ont été impliqués cette nuit-là. Une semaine après ça, maman reçoit un appel de l'avocat de papa, Myriam Ellis, demandant un accord éventuel. Myriam explique que papa pourrait coopérer pleinement avec les procureurs et témoigner contre Raymond en échange d'une peine réduite. Maman me demande ce que j'en pense, et je lui dis que papa devrait faire tout ce qui le laisse vivre avec lui-même parce que j'en ai fini de prendre des décisions sur sa vie. Cette nuit-là, je m'assieds et écris une longue lettre à Josie expliquant combien je suis désolé que Sarah ait été enterrée dans notre cour pendant 18 ans. J'écris sur le fait que j'aurais aimé savoir plus tôt et espérer que la vérité aide, même si ça ne peut pas ramener Sarah. Je plie la lettre et la donne à maman le lendemain matin avec des instructions pour la donner seulement à Josie si elle veut vraiment la lire. Je dis à maman que je ne vais pas forcer ma culpabilité sur le chagrin de Joss, et maman hoche la tête comme elle comprend. Plus tard dans la semaine, maman et moi allons prendre un café chez elle quand elle me dit clairement qu'elle me soutiendra à travers tout, mais elle ne défendra pas les choix de papa ou ce qu'il a fait était bien. Elle dit qu'elle peut l'aimer et le tenir responsable de ses actes. Sa frontière m'aide à comprendre quelque chose avec lequel j'avais du mal à aimer quelqu'un et à les tenir responsables ne sont pas contraires. Vous pouvez faire les deux en même temps. Le lendemain, je dis à maman que je veux vendre la maison parce que je ne peux plus imaginer vivre là-bas. Elle accepte de m'aider à gérer les détails pratiques et organise une réunion avec un agent immobilier qui se spécialise dans ce qu'elle appelle des propriétés stigmatisées. Le nom de l'agent est Carole, et elle est honnête avec nous sur combien il sera difficile de vendre. Elle dit que certains acheteurs ne toucheront pas une maison ou quelque chose comme ça s'est passé, mais d'autres s'en ficheront ou nous verrons que c'est une chance d'obtenir une bonne affaire. Elle nous donne des papiers à remplir et nous dit de penser à notre prix minimum. Quelques jours avant qu'on soit censé énumérer la maison, je rentre une dernière fois en plein jour pour prendre des photos de la cour pour moi. La cassette de police est partie maintenant et l'herbe commence à pousser là où était le trou. Je prends des photos de toute la cour sous différents angles pour me rappeler cet endroit et ce qu'il m'a enseigné sur les secrets et la vérité et combien le silence peut être lourd. Je range mon téléphone quand Josie appelle. Elle m'a dit que Sarah avait enfin un plan d'enterrement approprié dans un cimetière de l'autre côté de la ville et une pierre tombale avec son vrai nom et date, non seulement disparue depuis, mais aussi des années de naissance et de mort. Elle me remercie encore une fois d'avoir appelé la police ce premier jour au lieu de confronter papa seul ou d'essayer de garder les choses calmes. Elle dit que mon choix immédiat d'impliquer les autorités a rendu tout possible, que sans cela, Sarah pourrait encore être enterrée dans cette boîte de jouets sans que personne ne sache où elle était. Je trouve un petit appartement de l'autre côté de la ville 3 semaines plus tard et signe le bail le même jour je le vois parce que je dois être quelque part qui n'est pas connecté à tout cela. L'endroit est minuscule, juste une chambre et une cuisine avec à peine assez d'espace pour mon lit et un canapé. Mais les fenêtres face à l'est et la lumière du matin remplit toute la pièce, et cela se sent important d'une certaine façon. J'emballe mes affaires de l'appartement de maman en 2 voyages et ne prends rien de la vieille maison, sauf mes vêtements et mon ordinateur portable. Le déménagement des boîtes dans la nouvelle place prend la plupart du samedi. Et le soir, je suis assis sur le sol à manger des pizzas dans une boîte parce que je n'ai pas encore acheté de meubles. Le bureau de Galina est à seulement 15 minutes. Et je pars tous les mardis à 6 heures, assis dans sa petite chambre avec les plantes sur le rebord des fenêtres et travaillant à travers tout ce qui s'est passé. Elle n'essaie pas de réparer quoi que ce soit ou de me dire comment se sentir. Pose des questions qui me font penser à des choses que j'ai évitées. On parle de papa et de ce que ça signifie d'aimer quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible, de culpabilité et de responsabilité, et comment ils ne sont pas toujours la même chose. L'affaire de papa passe lentement à travers les tribunaux avec des audiences, des requêtes et des choses juridiques que je ne comprends pas. Et je garde l'ordre d'absence de contact en place parce que parler avec lui en ce moment serait juste confondre tout. Maman me met parfois à jour sur sa situation, mais je lui demande de ne pas trop me le dire parce que j'ai besoin d'espace de tout ça. La frontière est bizarre, mais aussi juste, comme si je protégeais quelque chose d'important en gardant la distance. 6 mois après avoir trouvé Sarah,
je me réveille tôt un matin et décide d'enregistrer un dernier mémo vocal pour moi. En appuyant sur le bouton rouge de mon téléphone et en parlant tranquillement pour que je ne réveille pas les voisins, je dis que rien n'est vraiment réparé ou résolu. Le procès du père est toujours en cours et Josie pleure toujours. Et j'ai encore des jours difficiles où je n'arrête pas de penser à cette boîte de jouets. Mais la vérité n'est plus enterrée. Et je dors toute la nuit dans ce petit endroit sûr où personne n'est mort dans le jardin. J'apprends que faire la bonne chose ne vous fait pas vous sentir bien nécessairement. Ne vous donne pas la paix ou la fermeture ou ce que les gens attendent, mais c'est toujours la bonne chose. Et peut-être que ça doit suffire pour l'instant. C'est comme ça pour moi. Et toi? Dites-moi dans les commentaires parce que vos prises changent toujours comment je vois ces histoires. Je passerai par là plus tard, alors ne vous retenez pas. Voyons qui commence le prochain grand débat.